Dans l'histoire, certains noms brillent comme des soleils, tandis que d'autres disparaissent dans l'ombre, oubliés malgré leur rôle décisif. Nous connaissons tous Saladin, le sultan qui reprit Jérusalem aux croisés, l'homme qui unifia le monde musulman, le guerrier devenu légende. Mais qui se souvient de Shirkuh? Qui prononce encore le nom de celui sans qui Saladin n'aurait jamais existé? Qui était cet homme que les chroniqueurs appelaient le lion des montagnes, Assad al-Din, celui dont la carrure massive et le génie militaire terrifièrent les royaumes francs et bouleversèrent l'équilibre du Proche-Orient? Pourquoi l'histoire a-t-elle choisi d'effacer celui qui conquit l'Égypte, qui forma le plus grand sultan de son temps, qui changea le cours des croisades? Imaginez un instant que Saladin n'ait jamais régné. Imaginez que Jérusalem soit restée aux mains des Francs, que l'Égypte fatimide ait survécu dans sa décadence, que le monde musulman soit demeuré fragmenté face aux croisés. Cette histoire alternative aurait été notre réalité sans un homme trapu, au visage marqué par 1000 batailles dont la détermination féroce et l'intelligence stratégique permirent l'impossible. Shirkuh n'était pas un prince. Il n'était pas né dans la pourpre. Il était un soldat kurde, un général au service d'une dynastie qui n'était pas la sienne. Un homme qui gravit tous les échelons par son mérite, son courage et une capacité extraordinaire à voir ce que d'autres ne voyaient pas. Comment un tel homme est-il devenu invisible? Comment celui qui conquit le pays le plus riche du monde musulman, qui déjoua les plus grands stratèges de son époque, qui plaça son neveu sur le trône d'un empire, a-t-il pu être relégué aux notes de bas de page? La réponse réside peut-être dans le fait que Shirkuh mourut trop tôt, à peine 2 mois après sa plus grande victoire. Il n'eut pas le temps de construire sa légende. Il n'eut pas le temps de régner. Il conquit l'Égypte et disparut, laissant à Saladin le soin de récolter les fruits de son œuvre. Et l'histoire, cette conteuse capricieuse, préfère les longs règnes aux victoires fulgurantes, les dynasties aux conquérants solitaires. Mais qui était vraiment Shirkuh? D'où venait cet homme dont le nom signifie « lion de la montagne » ? Quelle bataille l'avait forgé? Quel rêve le poussait? Quelle vision du monde animait ce guerrier qui traversa 3 fois le désert pour s'emparer d'un royaume qui n'était pas le sien? Pour comprendre Shirkuh, il faut remonter aux montagnes du Kurdistan, aux terres âpres, où naissent les hommes durs. Il faut comprendre le monde dans lequel il grandit. Un monde de violence et d'opportunité, où un Kurde pouvait devenir général, où un soldat pouvait défier des rois. Les chroniqueurs de l'époque le décrivent avec une constance remarquable. Guillaume de Tyr, l'historien franc qui le combattit, parle d'un homme corpulent, au visage sévère, aux yeux perçants qui semblaient lire dans les âmes. Un homme qui mangeait peu, dormait moins encore, et dont toute la vie se résumait à la guerre. Ibn al-Athir, le grand chroniqueur arabe, le présente comme un stratège hors pair, capable de retourner les situations les plus désespérées. D'autres évoquent sur sa cupidité, son amour de l'or et des richesses, une soif de butin qui le poussait toujours plus loin. Mais tous s'accordent sur un point. Shirkuh était un génie militaire, peut-être le meilleur de son temps. Il vécut à une époque charnière, au milieu du XIIe siècle, quand le Proche-Orient était un champ de bataille permanent. Les croisés avaient établi leur royaume latin le long de la côte méditerranéenne. Le califat fatimide du Caire, autrefois puissant, s'effondrait lentement dans les intrigues de palais et les révoltes de l'armée. Les Zengides de Syrie, dynastie turque à laquelle Shirkuh servait, cherchaient à unifier le monde musulman contre les Francs. Et au milieu de ce chaos, un homme vit une opportunité que nul autre ne percevait. L'Égypte, ce joyau malade, ce trésor sans défense, attendait celui qui oserait la prendre. 3 fois Shirkuh traversa le désert du Sinaï pour conquérir l'Égypte. 3 campagnes épiques contre des ennemis supérieurs en nombre, contre des alliances improbables entre Francs et Fatimides, contre la chaleur, la soif, l'épuisement. 3 fois, il déjoua les pièges, retourna les situations impossibles, transforma la défaite en victoire. Et à chaque fois, il emmenait avec lui un jeune homme, son neveu Yusuf,
celui que nous appelons Saladin. Shirkuh n'était pas seulement en train de conquérir un royaume, il formait le futur maître du Proche-Orient. Pourquoi Shirkuh a-t-il tant risqué pour l'Égypte? Était-ce par loyauté envers son seigneur, Nur al-Din, le sultan de Damas? Était-ce par ambition personnelle, le désir de devenir vizir du Caire? Était-ce par cupidité, l'attrait des richesses fabuleuses du Nil? Ou voyait-il plus loin? Comprenait-il que celui qui contrôlerait l'Égypte contrôlerait l'avenir du monde musulman? Les sources nous donnent des indices contradictoires, mais une chose est certaine. Shirkuh était prêt à tout pour atteindre son but. Il était prêt à mourir dans le désert, à affronter les armées combinées des Francs et des Égyptiens, à défier la logique et la prudence. Et il réussit. En 1169, Shirkuh entra au Caire en vainqueur. Il devint vizir d'Égypte, le véritable maître du pays le plus riche du monde musulman. Mais son triomphe fut bref. 2 mois plus tard, il était mort, probablement d'une crise cardiaque ou d'apoplexie. Son corps massif, usé par les campagnes, ne put supporter le poids de la victoire. Et c'est Saladin, son neveu, qui hérita de tout. De l'Égypte, du pouvoir, de la gloire. Shirkuh avait construit l'empire. Saladin en devint l'empereur. Voilà le paradoxe au cœur de cette histoire. Le lion des montagnes rugit si fort qu'il effraya le monde entier, mais son rugissement fut si bref que seuls les témoins directs s'en souviennent. Il changea le cours de l'histoire en quelques années de campagnes acharnées, puis disparut, laissant à d'autres le soin de raconter son histoire. Et ces autres, naturellement, racontèrent surtout leur propre histoire. Saladin devint la légende. Shirkuh devint une note de bas de page, l'oncle du héros, le général qui servit de marchepied. Mais sans Shirkuh, il n'y aurait eu ni Saladin, ni reconquête de Jérusalem, ni dynastie ayyubide. Sans Shirkuh, l'Égypte serait peut-être restée fatimide ou serait tombée aux mains des Francs. Sans Shirkuh, le monde musulman serait resté fragmenté face aux croisades. Cet homme que l'histoire a oublié est peut-être le personnage le plus important du XIIe siècle au Proche-Orient. Il est temps de raconter son histoire, non pas comme un prologue à celle de Saladin, mais comme l'épopée qu'elle fut vraiment. Pour comprendre Shirkuh, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il naquit. Un monde de montagnes et de neige, de tribus kurdes et de guerriers. Un monde où la survie dépendait de la force et de la ruse. Il faut comprendre comment un enfant des montagnes est devenu l'homme qui conquit le Nil. Il faut remonter aux origines, là où tout commença, dans les hauteurs du Kurdistan, quand un garçon nommé Azad al-Din prenait pour la première fois une épée en main et rêvait de gloire. Le XIIe siècle au Proche-Orient était un monde en fusion permanente. Depuis la fin du XIe siècle, depuis que les premiers croisés avaient débarqué sur les côtes de Syrie et de Palestine, l'équilibre ancien s'était brisé. Le califat abbasside de Bagdad, autrefois tout-puissant, n'était plus qu'une ombre spirituelle sans pouvoir réel. Le califat fatimide du Caire, chiite et rival, contrôlait encore l'Égypte et une partie de la Syrie, mais sa puissance déclinait année après année, rongée par les complots de palais et la faiblesse de ses califes enfants. Entre les deux, une mosaïque de principautés, d'émirats, de villes-États se battaient pour leur survie ou leur expansion. Et puis, il y avait les Francs, ces guerriers venus d'Occident au nom de la croix. Ils avaient établi 4 États croisés. Le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse. Ces royaumes latins constituaient une barrière entre l'Égypte fatimide et la Syrie musulmane, coupant le monde islamique en deux. Les Francs étaient peu nombreux, quelques dizaines de milliers tout au plus, mais ils étaient organisés, déterminés et bénéficiaient d'un flux constant de pèlerins guerriers venus d'Europe. Ils avaient construit d'immenses forteresses, le Krach des Chevaliers, Marga, Beaufort, citadelles de pierre qui défiant le désert et le temps. Face à cette menace, le monde musulman était divisé.
Les émirs se battaient entre eux autant qu'ils combattaient les croisés. Les alliances se changeaient constamment. Un prince musulman n'hésitait pas à s'allier avec les Francs contre un rival musulman. Les Francs eux-mêmes jouaient de ces divisions, signant des traités avec certains émirs contre d'autres. C'était un monde de trahison et d'opportunisme, où la religion comptait moins que le pouvoir immédiat. Dans ce chaos, une nouvelle puissance émergeait, les Zengides. Cette dynastie turque, fondée par Imad al-Din Zengi, gouverneur de Mossoul puis d'Alep, s'était donné pour mission d'unifier la Syrie musulmane et de combattre les croisés. En 1144, Zengi avait repris Édesse aux Francs, leur infligeant leur première grande défaite. C'était le premier signe d'un renversement possible. Mais Zengi fut assassiné en 1146 et son empire fut divisé entre ses fils. Nur al-Din hérita d'Alep et de la Syrie du Nord. C'est à cet homme, Nur al-Din Mahmoud, que Shirkuh donna sa loyauté. Nur al-Din était un prince pieux, austère, dévoué à l'idée du djihad contre les croisés. Il ne buvait pas de vin, priait 5 fois par jour, vivait simplement malgré ses richesses. Il rêvait d'unifier le monde musulman sous sa bannière pour chasser les Francs. Mais il était aussi pragmatique. Il savait que pour vaincre les croisés, il fallait d'abord contrôler les ressources. Et la plus grande source de richesse du monde musulman était l'Égypte. Le delta du Nil produisait assez de grains pour nourrir des armées. Les impôts égyptiens remplissaient des trésors. Celui qui contrôlerait l'Égypte aurait les moyens de conquérir la Syrie, puis la Palestine. Mais l'Égypte fatimide était un monde à part. Depuis 2 siècles, elle était gouvernée par une dynastie chiite ismaélienne, considérée comme hérétique par les sunnites. Le calife fatimide prétendait descendre de Fatima, la fille du prophète, et revendiquait le titre de commandeur des croyants face au calife abbasside de Bagdad. Pendant longtemps, les Fatimides avaient été une grande puissance. Ils avaient contrôlé l'Afrique du Nord, la Sicile, la Syrie, les villes saintes de la Mecque et Médine. Mais au XIIe siècle, leur empire s'était rétréci jusqu'à ne plus comprendre que l'Égypte ait quelques places fortes en Palestine. Le Caire fatimide était une ville extraordinaire. Avec sa population de plusieurs centaines de milliers d'habitants, c'était probablement la plus grande ville du monde méditerranéen, rivalisant avec Constantinople. Ses palais étaient légendaires. Le palais califal s'étendait sur des dizaines d'hectares, avec ses jardins suspendus, ses bassins ornés, ses salles au plafond doré. Les trésors fatimides étaient fabuleux. Bibliothèques contenant des centaines de milliers de manuscrits, armureries remplies d'armes précieuses, entrepôts débordant de soieries et d'épices. La mosquée Al-Hajar, fondée par les Fatimides, était déjà un centre d'enseignement réputé. Mais derrière cette façade de splendeur, l'Égypte fatimide pourrissait de l'intérieur. Les califes n'étaient plus que des fantoches, souvent des enfants manipulés par leurs vizirs. Le véritable pouvoir appartenait à ces vizirs, qui se succédaient au rythme des coups d'État et des assassinats. L'armée égyptienne était profondément divisée. Elle se composait de plusieurs factions ethniques qui se détestaient, les régiments noirs soudanais, les régiments turcs, les milices arméniennes, les contingents berbères. Ces factions se battaient régulièrement dans les rues du Caire, pillant les quartiers, terrorisant la population. Les finances de l'État étaient en ruine. Les campagnes du Nil, autrefois si prospères, souffraient de la mauvaise gestion et de la corruption. Les crues du fleuve étaient imprévisibles, provoquant parfois des famines. Les impôts étaient si lourds que de nombreux paysans abandonnèrent leurs terres. Le commerce déclinait. L'Égypte, ce grenier du monde antique, ce carrefour commercial entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, perdait peu à peu sa prospérité. Face à cette faiblesse, les Francs du royaume de Jérusalem lorgnaient sur l'Égypte depuis des décennies. Ils savaient que s'ils parvenaient à conquérir le delta du Nil, ils disposeraient des ressources nécessaires pour dominer tout le Levant. Plusieurs rois de Jérusalem avaient lancé des expéditions contre l'Égypte, mais sans succès durable.
Les distances étaient grandes, le désert du Sinaï difficile à traverser, et les Fatimides, malgré leur faiblesse, disposaient encore d'armées nombreuses capables de défendre le Caire. C'est dans ce contexte complexe que Shirkuh allait jouer sa partie. Lui, le général kurde au service de Nour al-Din, allait comprendre avant tout le monde que l'Égypte était le prix à gagner. Non pas en conquérant directement le pays, ce qui était impossible pour une armée venue de Syrie, mais en s'insinuant dans les luttes de pouvoir du Caire, en se rendant indispensable, en jouant une faction contre l'autre jusqu'à ce que toutes les portes s'ouvrent. Shirkuh voyait l'Égypte non comme un ennemi à vaincre, mais comme une proie à séduire, à apprivoiser, puis à dévorer. Mais avant de conquérir l'Égypte, Shirkuh avait dû conquérir sa propre place dans le monde. Il était né kurde, dans une famille de guerriers certes, mais sans titre ni fortune. Les Kurdes étaient un peuple montagnard, dispersé entre les montagnes d'Anatolie, de Syrie et de Perse. Ils étaient réputés pour leur courage et leur endurance, mais aussi pour leur indépendance farouche. Les Kurdes servaient souvent comme mercenaires dans les armées des grandes puissances, turques, arabes ou persanes, mais restèrent rarement au sommet du pouvoir. Shirkuh et sa famille avaient quitté leur Kurdistan natal pour se mettre au service des Zengides. C'était une migration typique de l'époque, celle de guerriers cherchant fortune et gloire au service d'un prince ambitieux. Le père de Shirkuh, Shadi, était déjà un soldat accompli. Il avait servi Zengi, le fondateur de la dynastie, et ses fils suivirent la même voie. Shirkuh avait un frère, Ayyub, et ce frère avait un fils nommé Youssouf. Ce Youssouf, nous le connaissons sous le nom de Salah al-Din, Saladin. Les liens familiaux comptaient énormément dans ce monde. Shirkuh ne combattait pas seulement pour lui-même, mais pour élever toute sa famille. Chaque victoire, chaque promotion, chaque butin enrichissait le clan. Et quand Shirkuh emmena son neveu Saladin en Égypte, il ne faisait pas seulement confiance à un jeune homme prometteur, il investissait dans l'avenir de sa lignée. Cette dimension familiale est cruciale pour comprendre les motivations de Shirkuh. Il construisait une dynastie avant même qu'elle n'existe officiellement. Le Proche-Orient du XIIe siècle était aussi un monde de mobilité sociale extraordinaire. Un esclave turc pouvait devenir émir. Un mercenaire kurde pouvait devenir vizir. La compétence militaire, la loyauté et le courage ouvraient des portes que la naissance seule ne pouvait franchir. C'était un monde brutal, où l'on pouvait perdre sa tête en un instant, mais aussi un monde d'opportunités pour les hommes capables et ambitieux. Shirkuh incarnait parfaitement cette dynamique. Il n'était rien par sa naissance, mais il allait devenir le maître de l'Égypte par son mérite. La guerre était partout. Non seulement la guerre entre musulmans et croisés, mais aussi les guerres internes, les sièges de villes, les raids pour le butin, les escarmouches frontalières. Les armées de l'époque n'étaient pas des masses disciplinées comme les légions romaines. C'étaient des assemblages hétéroclites de cavaliers lourds, d'archers montés, de fantassins, de volontaires religieux, de mercenaires. La cavalerie était reine. Un bon cavalier, monté sur un cheval arabe ou turc, équipé d'un arc composite, d'une lance et d'un sabre, valait 10 fantassins. Les batailles étaient souvent décidées par la ruse autant que par la force. Les généraux cherchaient à tendre des embuscades, à attirer l'ennemi dans des terrains défavorables, à le priver d'eau et de nourriture. Les sièges pouvaient durer des mois, voire des années. Les forteresses croisées étaient presque imprenables sans trahison ou famine. Les villes musulmanes, entourées de murailles épaisses, résistaient longtemps si elles étaient bien approvisionnées. Dans ce monde, Shirkuh se fit une réputation de tacticien brillant. Il excellait dans la guerre de mouvement, dans les marches forcées qui prenaient de l'ennemi par surprise, dans les fausses retraites qui attiraient l'adversaire dans un piège. Il comprenait la psychologie de la guerre, savait quand intimider et quand négocier, quand attaquer et quand se replier. Sa corpulence, loin d'être un handicap, était presque un atout psychologique. Les chroniqueurs décrivent un homme massif, presque obèse,
mais capable d'endurer des marches épuisantes dans le désert. Il impressionnait par son endurance autant que par son intelligence. Shirkuh servit Nur al-Din pendant des années avant que l'opportunité égyptienne ne se présente. Il combattit les Francs en Syrie, participa à des sièges, à des raids. Il gravit les échelons de l'armée zengide jusqu'à devenir l'un des principaux généraux de Nur al-Din. Mais Shirkuh était ambitieux. Il voulait plus qu'une carrière de général loyal. Il voulait sa propre province, son propre trésor, son propre pouvoir. Et il savait que Nur al-Din, malgré toute sa piété, récompensait généreusement ceux qui lui apportaient des victoires et des conquêtes. Quand les vizirs du Caire commencèrent à solliciter l'aide de Nur al-Din dans leur lutte intestine, Shirkuh vit immédiatement le potentiel. L'Égypte, ce colosse aux pieds d'argile, s'ouvrait. Il suffisait d'un homme assez audacieux pour franchir le désert, assez rusé pour naviguer dans les intrigues du Caire, assez fort pour imposer sa volonté. Shirkuh était cet homme. Il se porta volontaire pour commander l'expédition égyptienne. Nur al-Din accepta, peut-être conscient du risque, peut-être intrigué par la possibilité de mettre la main sur les richesses du Nil. Ainsi commença l'aventure égyptienne de Shirkuh, une aventure qui allait durer 7 ans, 3 campagnes, d'innombrables batailles et stratagèmes. Une aventure qui allait transformer un général kurde en vizir du Caire, en maître de l'Égypte, en homme le plus puissant du monde musulman. Une aventure dont le véritable bénéficiaire serait son neveu Saladin, mais dont le héros, le stratège, le conquérant, fut toujours Shirkuh, le lion des montagnes. Shirkuh naquit probablement dans les premières décennies du XIIe siècle, quelque part dans les montagnes du Kurdistan. Les sources ne donnent pas de date précise, mais on peut estimer sa naissance aux alentours de 1110 ou 1120. Son nom complet était Asad al-Din Shirkuh ibn Shadi. Asad al-Din signifie « lion de la foi », un nom qui reflétait les aspirations guerrières de sa famille. Shirkuh était le nom kurde, peut-être lié à son clan ou à sa région d'origine. Ibn Shadi indiquait qu'il était le fils de Shadi, un guerrier respecté. Les Kurdes de cette époque vivaient dans un environnement rude. Les montagnes de l'Arménie, du Kurdistan et de l'Azerbaïdjan étaient des terres de pâturage d'été, de villages fortifiés, de clans en rivalité constante. L'agriculture y était difficile, limitée aux vallées. L'élevage de moutons et de chevaux constituait la base de l'économie. Les hommes étaient bergers, cavaliers, guerriers. La survie dépendait de la cohésion du clan et de la capacité à se défendre contre les raids des voisins. Dans ce monde montagnard, la guerre était une réalité quotidienne. Les jeunes garçons apprenaient à monter à cheval dès l'enfance, à tirer à l'arc, à manier l'épée et la lance. Les Kurdes avaient la réputation d'être d'excellents cavaliers légers, capables de harceler un ennemi pendant des jours, de disparaître dans les montagnes, de surgir là où on ne les attendait pas. Ils pratiquaient une guerre de raids et d'embuscades, évitant les batailles rangées contre des adversaires plus puissants. La famille de Shirkuh appartenait visiblement à l'élite guerrière kurde. Son père Shadi n'était pas un simple soldat, mais un chef militaire assez important pour être remarqué par les Zengides. Quand Imad al-Din Zengi commença à construire son émirat en Syrie du Nord et en Haute-Mésopotamie, il recruta largement parmi les guerriers kurdes, réputés pour leur loyauté et leur efficacité. Shadi rejoignit Zengi, amenant avec lui ses fils et ses hommes. Cette migration familiale des montagnes du Kurdistan vers les plaines de Syrie et de Mésopotamie était typique de l'époque. Les grandes dynasties turques et arabes employaient massivement des mercenaires kurdes. Ces guerriers montagnards apportaient des compétences précieuses, endurance, discipline, capacité à combattre dans des terrains difficiles. En échange, ils recevaient des soldes, du butin et parfois des fiefs. Pour une famille ambitieuse comme celle de Shadi, le service auprès d'un prince puissant comme Zengi offrait des perspectives bien supérieures à celles des montagnes.
Shirkuh grandit donc dans l'entourage de la cour zengide, probablement à Mossoul ou à Alep. Il fut formé aux arts de la guerre selon les méthodes de l'époque. Équitation, maniement des armes, tactique militaire. Mais il reçut aussi une éducation plus large. Les élites militaires du Proche-Orient médiéval n'étaient pas des brutes illettrées. Elles appréciaient la poésie, la calligraphie, la théologie. Un bon officier devait savoir lire et écrire l'arabe, comprendre les textes religieux, composer des lettres et des ordres. Shirkuh maîtrisait certainement l'arabe en plus de sa langue kurde natale. Les chroniqueurs le décrivent comme un homme d'apparence imposante. Guillaume de Tyr, qui le vit de ses propres yeux lors des campagnes d'Égypte, parle d'un homme corpulent, presque obèse, au visage large et sévère. Cette corpulence était peut-être le résultat d'une bonne alimentation dans sa jeunesse, signe d'un statut social élevé, ou peut-être une tendance naturelle aggravée par les festins qui suivaient les victoires. Mais cette masse corporelle ne l'empêchait nullement d'être un guerrier redoutable et un cavalier accompli. Dans les cultures nomades et guerrières de l'époque, la force physique brute comptait autant que l'agilité. Shirkuh participa à ses premières campagnes militaires dans les années 1140 et 1150 sous le commandement de Zanghi, puis de Nur al-Din. Il combattit contre les Francs en Syrie, contre des émirs musulmans rivaux, contre des Byzantins en Anatolie. Ces campagnes lui permirent d'accumuler de l'expérience, de comprendre les faiblesses et les forces de chaque adversaire, de développer son propre style tactique. La réputation de Shirkuh comme commandant habile se construisit progressivement. Il n'était pas un chef charismatique qui enflammait les foules par ses discours. Il n'était pas un mystique qui prétendait combattre pour la foi pure. Il était un professionnel de la guerre, froid, calculateur, impitoyable. Il évaluait les situations avec lucidité, prenait des décisions rapides et les exécutait sans hésitation. Ses soldats le respectaient parce qu'il gagnait, parce qu'il partageait le butin équitablement, parce qu'il ne les menait pas à la mort inutilement. Un trait de caractère revient constamment dans les sources, la cupidité de Shirkuh. Les chroniqueurs, tant francs que musulmans, insistent sur son amour de l'or et des richesses. Guillaume de Tyr affirme que Shirkuh était motivé avant tout par l'appât du gain, qu'il cherchait constamment à accumuler des trésors. Ibn al-Athir, plus sympathique à Shirkuh, reconnaît néanmoins cette tendance. Mais était-ce vraiment de la cupidité, ou plutôt une compréhension pragmatique du fonctionnement du pouvoir? Dans le monde médiéval, la richesse était pouvoir. Un général qui payait bien ses troupes gardait leur loyauté. Un seigneur qui distribuait généreusement le butin attirait les meilleurs guerriers. Shirkuh savait que pour réaliser ses ambitions, il avait besoin d'argent, beaucoup d'argent. Cette supposée cupidité explique peut-être pourquoi Shirkuh fut si déterminé à conquérir l'Égypte. Le pays du Nil était fabuleusement riche, malgré sa décadence politique. Les impôts collectés chaque année dans le delta suffisaient à entretenir plusieurs grandes armées. Les entrepôts du Caire débordaient de marchandises venues d'Afrique, d'Inde, d'Arabie. Pour un homme comme Shirkuh, qui avait passé sa vie à se battre pour des soldes modestes et des parts de butin, l'Égypte représentait le jackpot ultime. Celui qui contrôlerait le Caire contrôlerait plus de richesses que n'importe quel émir de Syrie ou de Mésopotamie. Mais réduire les motivations de Shirkuh à la simple cupidité serait injuste. Il y avait aussi une dimension stratégique et politique à son ambition. Shirkuh servait Nur al-Din, un prince qui rêvait d'unifier le monde musulman pour combattre les croisés. Ce projet nécessitait des ressources considérables. Tant que Nur al-Din ne contrôlait que la Syrie, ses moyens restaient limités. Mais s'il parvenait à ajouter l'Égypte à ses domaines, il disposerait de la base économique nécessaire pour défier sérieusement le royaume de Jérusalem. Shirkuh comprenait cette logique. En conquérant l'Égypte pour Nur al-Din, il servait une cause plus grande que lui-même. Il y avait aussi une dimension personnelle. Shirkuh était le frère aîné d'Ayyub et l'oncle de Saladin. Dans la culture familiale kurde,
l'oncle paternel jouait un rôle crucial dans l'éducation et l'avancement des neveux. Shirkuh se sentait responsable de l'avenir de Saladin. En emmenant le jeune homme en Égypte, en lui confiant des responsabilités croissantes, en lui enseignant les arts de la guerre et de la politique, Shirkuh préparait l'avenir de sa famille. Il ne pouvait pas savoir qu'il mourrait si tôt, que Saladin hériterait de tout, mais il investissait consciemment dans la génération suivante. Avant la première expédition égyptienne, Shirkuh avait déjà une carrière militaire impressionnante. Il était l'un des principaux généraux de Nur al-Din, un homme de confiance qui avait prouvé sa valeur dans de nombreuses batailles. Mais il n'avait pas encore accompli l'exploit qui le rendrait célèbre. Il attendait sa chance, et cette chance allait venir d'une source inattendue. Les intrigues du palais fatimide du Caire. Dans les années 1160, le califat fatimide était déchiré par une lutte de pouvoir entre deux vizirs rivaux. D'un côté, il y avait Shawar, un politicien astucieux mais sans scrupules, qui avait été vizir avant d'être renversé par un coup d'État. De l'autre, il y avait Dirgham, le vizir en place, soutenu par une faction de l'armée égyptienne. Shawar, en exil, cherchait désespérément des alliés pour récupérer son poste. Il se tourna vers Nur al-Din, promettant tribut et soumission en échange d'une aide militaire. Nur al-Din vit immédiatement l'opportunité. Si Shawar redevenait vizir grâce à une armée syrienne, il serait redevable à Damas. L'Égypte pourrait être transformée en vassal de Nur al-Din, fournissant argent et ressources pour le djihad contre les Francs. Nur al-Din accepta d'aider Shawar, mais il fallait un général capable de mener cette expédition périlleuse à travers le désert du Sinaï. Shirkuh se porta volontaire. Certaines sources suggèrent qu'il insista lourdement pour obtenir ce commandement, voyant l'occasion de sa vie. Nur al-Din finit par accepter, donnant à Shirkuh une armée et l'ordre de restaurer Shawar comme vizir. Ainsi se prépara la première expédition égyptienne au printemps de 1164. Shirkuh rassembla ses troupes, quelques milliers de cavaliers syriens, des vétérans aguerris, des guerriers kurdes fidèles. Parmi eux se trouvait son neveu Saladin, alors âgé d'environ 26 ans. Saladin ne voulait apparemment pas partir. Les sources racontent qu'il préférait rester à Damas, où la vie était confortable et sûre. Mais Shirkuh insista. Il avait besoin d'hommes de confiance, et qui pouvait-on mieux faire confiance qu'à son propre neveu? Saladin, à contre-cœur, rejoignit l'expédition. Il ne savait pas qu'il ne reviendrait jamais vraiment en Syrie, que l'Égypte deviendrait son destin. La route vers l'Égypte traversait le désert du Sinaï, un paysage désolé de sable, de roches noires et de chaleur accablante. Les armées du Moyen-Âge redoutaient le désert presque autant que l'ennemi. Le manque d'eau pouvait tuer une armée en quelques jours. Les tempêtes de sable désorganisaient les colonnes. Le soleil brûlait hommes et chevaux. Shirkuh devait planifier soigneusement son itinéraire, s'assurer de l'emplacement des puits, rationner l'eau, avancer rapidement avant que ses provisions ne s'épuisent. Mais Shirkuh avait un autre problème. Les Francs du royaume de Jérusalem observaient avec inquiétude cette armée syrienne se dirigeant vers l'Égypte. Si Nur al-Din parvenait à contrôler le Caire, les Francs se retrouveraient pris en tenaille entre la Syrie et l'Égypte. Le roi Amaury Ier de Jérusalem, jeune et ambitieux, décida d'intervenir. Il lança sa propre armée vers l'Égypte, cherchant à devancer Shirkuh ou à le combattre. C'était le début d'une rivalité qui durerait 7 ans, une course pour le contrôle de l'Égypte entre le lion des montagnes et le roi de Jérusalem. Shirkuh atteignit l'Égypte avant Amaury. Ses troupes franchirent le Sinaï et pénétrèrent dans le delta du Nil au début de l'été 1164. Le vizir Dirgham, pris de court, tenta de rassembler ses forces pour résister. Mais l'armée égyptienne était démoralisée et divisée. Shawar, accompagnant Shirkuh, promettait récompense et pardon à ceux qui rejoindraient son camp. De nombreux officiers égyptiens changèrent de côté. Dirgham se retrouva isolé.
En quelques semaines, Shirkuh avait atteint les faubourgs du Caire. Dirgham, désespéré, tenta une sortie avec ses derniers fidèles. Il fut tué dans une escarmouche. Sa tête fut apportée à Shawar et Shirkuh. Le Caire ouvrit ses portes. Shawar redevint vizir, exactement comme prévu. La première expédition égyptienne de Shirkuh semblait un succès total. Il avait accompli sa mission en moins de 2 mois, avec des pertes minimales. L'Égypte était désormais sous influence syrienne. Shirkuh pouvait rentrer à Damas en héros, chargé de butin et de gloire. Mais Shirkuh n'était pas pressé de partir. Il exigea le paiement des sommes promises par Shawar pour l'aide militaire. Shawar, maintenant bien installé comme vizir, rechignait à payer. Il réalisait que tant que l'armée syrienne restait en Égypte, son propre pouvoir était limité. Il voulait que Shirkuh parte, mais sans avoir à payer le prix convenu. Les négociations s'éternisèrent. Les semaines passèrent. L'ambiance devint tendue. Puis, Amaury arriva. Le roi franc, ayant mobilisé son armée, avait finalement traversé le Sinaï et approché du Caire. Shawar, affolé, prit une décision qui allait définir toute la suite des événements égyptiens. Il s'allia avec les Francs contre Shirkuh. Le vizir égyptien préférait payer tribut aux croisés plutôt que de devenir vassal de Nur al-Din. Il offrit une somme énorme à Amaury pour qu'il chasse les Syriens hors d'Égypte. Shirkuh se retrouva dans une position délicate. Son allié d'hier était devenu son ennemi. Les Francs et les Égyptiens combinés disposaient de forces bien supérieures aux siennes. Il était loin de sa base, au milieu d'un pays hostile, avec une armée fatiguée. Un général moins habile aurait paniqué, aurait tenté une retraite précipitée vers la Syrie. Shirkuh, lui, analysa froidement la situation et conçut un plan audacieux. Au lieu de se retirer, Shirkuh décida de s'enfoncer plus profondément en Égypte. Il remonta le Nil vers le sud, vers la Haute-Égypte, loin du Caire et des armées franco-égyptiennes. Son calcul était double. Premièrement, en s'éloignant, il obligeait ses ennemis à le poursuivre, étirant leurs lignes de communication et les fatiguant. Deuxièmement, la Haute-Égypte était riche et peu défendue. Il pourrait y lever des contributions, nourrir son armée, peut-être même recruter des partisans locaux mécontents du régime fatimide. La stratégie fonctionna. Amaury et Shawar durent poursuivre Shirkuh vers le sud. Les armées se déplaçaient le long du Nil, dans la chaleur étouffante de l'été égyptien. Shirkuh évitait la bataille décisive, harcelait ses poursuivants avec des escarmouches, détruisait les récoltes pour les priver de ravitaillement. C'était une guerre d'usure, et Shirkuh excellait dans ce genre de conflit. Finalement, les deux armées se firent face près de la ville de Bilbeis, dans le delta. Shirkuh décida de livrer bataille. Il utilisa une de ses tactiques favorites, la feinte. Il plaça une partie de son armée en position défensive, attirant l'ennemi, tandis que le gros de ses forces, cachées, attendait le moment de charger sur le flanc. Saladin commandait l'aile qui devait attirer l'ennemi. C'était un rôle périlleux, car il fallait résister assez longtemps pour que le piège fonctionne, mais sans se faire submerger. La bataille de Bilbeis fut confuse et sanglante. Les Francs chargèrent la position de Saladin, qui résista vaillamment. Au moment critique, Shirkuh lança sa charge de flanc. Les Francs, pris par surprise, se retrouvèrent en difficulté. Mais ils ne rompirent pas. Amaury était un bon commandant, et ses chevaliers lourds formaient un noyau solide. La bataille se termina sans vainqueur clair. Les deux camps se retirèrent, épuisés. Mais stratégiquement, Shirkuh avait gagné. Il avait prouvé qu'il pouvait tenir tête aux forces combinées des Francs et des Égyptiens. Il avait infligé des pertes significatives à ses adversaires. Et surtout, il avait gagné du temps. En Syrie, Nur al-Din avait lancé des attaques contre les positions franques pour forcer Amaury à rentrer. La pression montait sur le roi de Jérusalem. Finalement, à l'automne 1164, un accord fut conclu. Shirkuh et Amaury
se retiraient tous deux d'Égypte. Les armées syriennes et franques quittèrent le pays presque simultanément, laissant Shawar seul maître du Caire. Shirkuh rentra à Damas. Il n'avait pas conquis l'Égypte, mais il n'avait pas perdu non plus. Il ramenait du butin, de l'expérience et une connaissance approfondie du terrain égyptien. Il savait maintenant que l'Égypte était prenable, qu'il suffisait d'être plus déterminé, plus patient. Et il savait que Shawar était un traître sur lequel on ne pouvait pas compter. La prochaine fois, il faudrait éliminer le vizir et prendre le contrôle direct. Nour al-Din récompensa Shirkuh pour ses efforts, lui accordant fief et honneur. Mais Shirkuh n'était pas satisfait. Il voulait retourner en Égypte, terminer ce qu'il avait commencé. Il fit pression sur Nur al-Din, arguant que l'Égypte était essentielle pour la stratégie anti-croisée. Nur al-Din, prudent, hésitait. Une autre expédition coûterait cher, et le résultat était incertain. Mais Shirkuh ne lâchait pas. Il était obsédé par l'Égypte. Pendant ce temps, Shawar consolidait son pouvoir au Caire, mais il vivait dans la peur. Il avait trahi Shirkuh, il avait payé les francs, et il savait que ni les uns ni les autres ne lui pardonnaient. Il tenta de jouer sur plusieurs tableaux, envoyant tribut à la fois à Nour al-Din et à Amaury, espérant ainsi acheter la paix. Mais cette politique ne faisait que renforcer la cupidité des deux camps. Les Francs voulaient plus d'argent, Nour al-Din voulait plus de contrôle. Shawar s'enfonçait dans une impasse. En 1166, une nouvelle crise éclata. Amaury, estimant que l'Égypte était trop riche pour être laissée tranquille, lança une nouvelle invasion. Cette fois, il ne venait pas pour soutenir Shawar, mais pour conquérir directement le pays. Les armées franques assiégèrent Bilbeis, massacrèrent une partie de sa population et marchèrent sur le Caire. Shawar, désespéré, se tourna vers la seule puissance capable de le sauver, Nour al-Din. Il envoya des messagers à Damas, suppliant le sultan syrien d'envoyer une armée pour chasser les Francs. Nour al-Din saisit l'occasion. Il ordonna à Shirkuh de partir immédiatement pour l'Égypte, avec une armée plus grande que la première fois. Shirkuh n'attendait que cela. En janvier 1167, il se mit en marche avec plusieurs milliers de cavaliers. Saladin l'accompagnait de nouveau, cette fois plus volontiers, car il avait goûté à la gloire lors de la première campagne. La deuxième expédition égyptienne commença dans des conditions difficiles. C'était l'hiver, et bien que le désert du Sinaï soit moins torride qu'en été, les nuits étaient glaciales et les tempêtes de sable fréquentes. Shirkuh poussa ses hommes à marche forcée, voulant atteindre l'Égypte avant qu'Amaury ne prenne le Caire. La rapidité était cruciale. Les Francs, apprenant l'approche de Shirkuh, levèrent le siège du Caire et se retirèrent précipitamment. Ils ne voulaient pas affronter simultanément les Égyptiens et les Syriens. Amaury ramena son armée en Palestine, laissant Shawar et Shirkuh face à face pour la deuxième fois. Mais cette fois, les relations entre Shawar et Shirkuh étaient encore plus tendues. Le vizir égyptien avait appelé Shirkuh à l'aide, mais il ne voulait toujours pas payer le prix de cette aide. Il tergiversait, offrait des sommes ridicules, cherchait à gagner du temps. Shirkuh, de son côté, avait reçu des instructions claires de Nur al-Din. Obtenir un contrôle réel sur l'Égypte, pas seulement des promesses. Les négociations tournèrent rapidement à l'affrontement. Shawar, sentant le danger, fit appel encore une fois aux Francs. Amaury, toujours prêt à intervenir en Égypte, rassembla une nouvelle armée et rentra dans le pays. Shirkuh se retrouvait de nouveau face à une coalition franco-égyptienne. Mais il était préparé. Il connaissait le terrain, il connaissait les tactiques de ses adversaires et il avait un plan. Au lieu de rester près du Caire, où ses ennemis étaient forts, Shirkuh se retira vers le sud, vers Alexandrie, le grand port méditerranéen. Alexandrie était la deuxième ville d'Égypte, un centre commercial immensement riche, moins fermement contrôlé par Shawar que le Caire. Shirkuh occupa la ville en mars 1167
Il laissa une garnison commandée par Saladin, puis repartit avec le gros de son armée pour harceler les forces franco-égyptiennes dans le delta. C'était une stratégie audacieuse et risquée. Shirkuh divisait ses forces, laissant son neveu avec une garnison relativement petite tenir une grande ville, tandis que lui-même menait une guerre de guérilla dans la campagne. L'idée était que les Francs et les Égyptiens seraient obligés de diviser leurs forces aussi, assiégeant Alexandrie tout en cherchant à coincer Shirkuh. Mais Shirkuh pariait sur sa mobilité supérieure et sa connaissance du terrain pour éviter d'être pris. Le siège d'Alexandrie dura plusieurs mois, du printemps à l'été 1167. Saladin, pour la première fois de sa carrière, se retrouvait commandant indépendant, responsable de la défense d'une ville assiégée par les meilleures troupes franques. Ce fut une épreuve formatrice. Saladin organisa la défense, rationna la nourriture, maintint le moral de la population et de la garnison. Les assaillants lancèrent plusieurs assauts, tentèrent de miner les murailles, mais ne purent reprendre la ville. Pendant ce temps, Shirkuh multipliait les raids. Il attaquait les convois de ravitaillement francs, harcelait les colonnes isolées, forçait Amaury à disperser ses troupes pour protéger les routes. La campagne égyptienne se transformait en un bourbier pour les Francs. Ils s'épuisaient sans résultat décisif. Le trésor du royaume de Jérusalem se vidait. Les barons francs commençaient à grommeler, voulant rentrer chez eux. Finalement, à l'été 1167, un nouvel accord fut conclu. Comme en 1164, Shirkuh et Amaury acceptèrent de se retirer simultanément d'Égypte. Alexandrie fut rendue à Chawar. Saladin rejoignit son oncle et les armées syriennes et franques quittèrent le pays. Encore une fois, Shirkuh rentrait en Syrie sans victoire décisive. Encore une fois, l'Égypte lui échappait au dernier moment. Mais encore une fois, il avait appris. Il savait maintenant que les Francs ne le laisseraient jamais contrôler l'Égypte sans résistance. Il savait que Chawar jouerait toujours les deux camps l'un contre l'autre. Il savait qu'une solution permanente exigerait l'élimination complète de Chawar et la prise de contrôle direct du Caire, quelles qu'en soient pour les conséquences. Shirkuh savait aussi que le temps jouait en sa faveur. Chaque expédition affaiblissait les Francs et les Égyptiens. Chaque campagne renforçait l'expérience et la cohésion de son armée. Chaque retour en Syrie lui permettait de faire pression sur Nur al-Din pour obtenir plus de ressources, plus de troupes, plus de soutien. Shirkuh était patient. Il construisait méticuleusement sa victoire finale. Entre 1167 et 1168, Shirkuh prépara sa troisième et dernière campagne égyptienne. Il recruta des guerriers, accumula des provisions, étudia les erreurs des deux premières expéditions. Il discuta longuement avec Saladin, qui était devenu son bras droit, son confident, son héritier désigné. Les deux hommes planifiaient ensemble la conquête définitive de l'Égypte. Nur al-Din, de son côté, était convaincu. Il comprenait maintenant que l'Égypte ne tomberait pas par la diplomatie ou par des demi-mesures. Il fallait une intervention massive, décisive, sans retrait prématuré. Il donna à Shirkuh des ressources considérables pour cette troisième expédition. L'armée qui se rassembla à Damas au début de 1168 était la plus grande force que Shirkuh ait jamais commandée. En même temps, la situation en Égypte évoluait de manière favorable pour les Syriens. Chawar, par ses trahisons répétées et son incapacité à défendre le pays, perdait du soutien. De nombreux Égyptiens, fatigués de l'instabilité, des invasions franques, de la corruption du régime fatimide, commençaient à penser qu'un changement de pouvoir serait préférable. Des contacts secrets s'établirent entre des factions du Caire et les agents de Nur al-Din. Le terrain était préparé pour une prise de contrôle. Au printemps 1168, Shirkuh franchit une dernière fois le désert du Sinaï. Cette fois, il ne venait pas pour soutenir Chawar, ni pour chasser les Francs. Il venait pour conquérir. Son armée avança rapidement, traversant le delta sans opposition sérieuse. Le Caire s'approchait. Chawar, pris de panique,
tenta de mobiliser ses troupes. Mais l'armée égyptienne était démoralisée, divisée, impayée. De nombreux régiments refusèrent de combattre. Certains passèrent ouvertement du côté de Shirkuh. Amaury, informé de cette nouvelle invasion syrienne, tenta encore une fois d'intervenir. Mais ses barons étaient épuisés par les campagnes répétées en Égypte. Le trésor royal était vide. L'armée franque qui se rassembla en 1168 était bien plus petite que celle des années précédentes. Amaury lança quand même une expédition, mais il était trop tard. Quand les Francs atteignirent l'Égypte, Shirkuh était déjà entré au Caire. L'entrée de Shirkuh dans la capitale égyptienne en janvier 1169 marqua le point culminant de sa carrière. Les portes du Caire s'ouvrirent devant lui. Le calife fatimide Al-Hadid, jeune homme de 20 ans manipulé par son entourage, accueillit Shirkuh comme un libérateur. Shawar, désespéré, tenta de fuir, mais fut capturé. Il fut exécuté sur ordre de Shirkuh, ou peut-être de Saladin. Les sources divergent. Sa tête fut présentée au calife. L'ère de Shawar était terminée. Le calife Al-Hadid nomma alors Shirkuh comme vizir d'Égypte. C'était une fonction extraordinaire. Le vizir fatimide était le véritable maître du pays, contrôlant l'armée, les finances, l'administration. Le calife lui-même n'était qu'une figure symbolique, enfermée dans son palais doré. En devenant vizir, Shirkuh devenait le souverain de facto de l'Égypte. Il avait réussi. Après 3 campagnes, 7 ans d'efforts, d'innombrables batailles et stratagèmes, il avait conquis le pays le plus riche du monde musulman. Les chroniqueurs décrivent l'entrée triomphale de Shirkuh dans le palais califal. Il était escorté par ses officiers kurdes, dont Saladin. Les courtisans égyptiens, habitués aux vizirs obséquieux et intrigants, furent frappés par l'apparence de ce guerrier trapu, vêtu simplement, qui parlait peu, mais dont le regard inspirait la crainte. Shirkuh ne cherchait pas à séduire. Il imposait. Il représentait une force nouvelle, brutale, efficace, venue du nord pour remettre de l'ordre. Shirkuh commença immédiatement à réorganiser l'administration et l'armée égyptienne. Il remplaça les commandants suspects par des officiers fidèles, la plupart kurdes ou syriens. Il purgea la bureaucratie, chassant les fonctionnaires corrompus. Il ouvrit les trésors fatimides, distribuant de l'argent à ses soldats, s'assurant de leur loyauté. Il envoya des messagers à Nur al-Din, l'informant de sa victoire et lui promettant tribut et obéissance. Mais Shirkuh n'eut pas le temps de savourer son triomphe. À peine 2 mois après être devenu vizir, le 23 mars 1169, il mourut subitement. Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Certaines sources parlent d'une crise cardiaque ou d'apoplexie. D'autres évoquent une mort par excès de nourriture et de boisson, Shirkuh étant réputé pour ses festins pantagruéliques. Guillaume de Tyr suggère même un empoisonnement, mais sans preuve. L'explication la plus probable est que le corps massif de Shirkuh, usé par des années de campagnes épuisantes, céda simplement sous le poids de la victoire. La mort de Shirkuh créa une crise immédiate. Qui allait lui succéder comme vizir? L'armée syrienne au Caire était composée de différentes factions, toutes fidèles à Shirkuh, mais sans chef clair après sa disparition. Certains officiers ambitionnaient le poste. Le calife Al-Hadid et ses conseillers cherchaient à reprendre le contrôle en nommant un vizir faible qu'ils pourraient manipuler. La situation était explosive. C'est alors que Saladin joua son coup de maître. Avec l'appui des principaux officiers kurdes, il se fit nommer vizir par le calife. Il avait 31 ans. Il était le neveu de Shirkuh, avait participé aux 3 campagnes égyptiennes, commandé la garnison d'Alexandrie, gagné le respect des troupes. Sa nomination fut acceptée, bien que certains émirs syriens grommellent qu'il était trop jeune, trop inexpérimenté. Mais Saladin s'imposa rapidement, montrant qu'il avait appris les leçons de son oncle. Ainsi, Shirkuh n'avait régné sur l'Égypte que 2 mois, mais ces 2 mois suffirent à transformer radicalement le Proche-Orient.
Il avait arraché l'Égypte aux Fatimides, l'avait liée à la Syrie zengide, avait créé les conditions de l'unification du monde musulman sous Saladin. Sans Shirkuh, Saladin ne serait jamais devenu sultan. Sans Shirkuh, l'Égypte aurait peut-être continué sa décadence fatimide ou serait tombée aux mains des Francs. Sans Shirkuh, l'histoire du Proche-Orient médiéval aurait été totalement différente. Pourtant, Shirkuh disparut presque immédiatement de la mémoire collective. Saladin occupa toute la scène. Les chroniqueurs racontèrent l'histoire du neveu brillant qui conquit Jérusalem, unifia l'Égypte et la Syrie, défia Richard Cœur de Lion. Shirkuh devint une note marginale. L'oncle qui avait amené Saladin en Égypte, rien de plus. Cette injustice historique est frappante. L'homme qui fit tout le travail de conquête, qui conçut la stratégie, qui affronta 3 fois les armées combinées des Francs et des Égyptiens, fut effacé au profit de celui qui hérita de ses victoires. Mais peut-être Shirkuh ne se souciait-il pas de la postérité. Peut-être sa satisfaction venait-elle du succès lui-même, de la conquête, de l'accumulation de richesses et de pouvoir. Les chroniqueurs le dépeignent comme un homme pragmatique, sans grande spiritualité, sans prétention intellectuelle. Il n'était pas un idéologue comme Nur al-Din. Il n'était pas un héros romantique comme Saladin devint. Il était un soldat, un général, un conquérant. Il faisait son travail, le faisait mieux que quiconque, et peu lui importait ce qu'on raconterait de lui après sa mort. L'héritage de Shirkuh se manifeste néanmoins de multiples façons. D'abord, il forma Saladin. Pendant 7 ans, Shirkuh emmena son neveu en campagne, lui enseignant la guerre, la stratégie, la politique. Saladin observa comment Shirkuh retournait des situations impossibles, comment il négociait avec des adversaires, comment il inspirait la loyauté à ses troupes. Quand Saladin devint vizir puis sultan, il appliqua les leçons de son oncle. La grandeur de Saladin est construite sur les enseignements de Shirkuh. Ensuite, Shirkuh démontra qu'une conquête patiente et méthodique pouvait réussir là où la force brute échouait. Il ne prit pas l'Égypte en une campagne éclair. Il y travailla pendant 7 ans, apprenant de chaque échec, ajustant sa stratégie, attendant le moment parfait. Cette approche influença toute la génération suivante de commandants musulmans, qui comprirent que la lutte contre les croisés serait longue et exigerait endurance et détermination. Enfin, Shirkuh prouva que les structures tribales et ethniques du Proche-Orient médiéval permettaient une mobilité sociale extraordinaire. Un Kurde pouvait devenir vizir d'Égypte. Un clan montagnard pouvait fonder une dynastie, celle des Ayyoubides, qui régnerait sur l'Égypte, la Syrie et au-delà pendant près d'1 siècle. Cette fluidité sociale était une force du monde musulman médiéval, permettant l'émergence de talents où qu'ils se trouvent. La conquête de l'Égypte par Shirkuh eut des conséquences immenses et durables pour l'ensemble du Proche-Orient. Elle marqua la fin du califat fatimide, vieux de 2 siècles, et la réunification de l'Égypte avec le monde musulman sunnite. Elle donna à Nur al-Din, puis à Saladin, les ressources nécessaires pour défier sérieusement les États croisés. Elle changea l'équilibre des forces dans la région pour les décennies suivantes. Le califat fatimide avait été fondé en Tunisie au début du Xe siècle par des missionnaires ismaéliens qui prétendaient descendre de Fatima, la fille du prophète Muhammad. Les Fatimides étaient chiites, adeptes d'une branche ésotérique de l'islam qui reconnaissait des imams infaillibles détenteurs du savoir caché. Ils rejetaient le califat abbasside sunnite de Bagdad et revendiquaient le leadership spirituel et temporel de tout le monde musulman. Pendant 2 siècles, les Fatimides avaient été une puissance majeure. Ils avaient conquis l'Égypte en 969, fondé le Caire comme leur capitale, construit des monuments magnifiques comme la mosquée Al-Hajar et les palais califaux. À leur apogée, au XIe siècle, ils contrôlaient l'Égypte, la Syrie, la Palestine, une partie de l'Arabie et de l'Afrique du Nord. Leur flotte dominait la Méditerranée orientale. Leurs commerçants s'enrichissaient grâce au commerce entre l'Inde et l'Europe. Mais au XIIe siècle, le califat fatimide s'était effondré de l'intérieur. Les califes successifs
étaient souvent des enfants manipulés par leur vizir ou leur mère. Les vizirs se battaient entre eux pour le pouvoir, s'assassinaient mutuellement, déclenchaient des guerres civiles. L'armée était fractionnée en régiments ethniques rivaux qui pillaient le Caire lors de leurs affrontements. La population égyptienne, majoritairement sunnite, supportait mal le régime chiite. Les finances étaient ruinées par la corruption et les dépenses somptuaires. Quand Shirkuh arriva en 1169, le califat fatimide n'était plus qu'une coquille vide. Saladin, en devenant vizir après la mort de Shirkuh, maintint d'abord la fiction de servir le calife fatimide Al-Adid. Mais en réalité, il gouvernait en maître. Il démantela progressivement les institutions fatimides, remplaçant les fonctionnaires chiites par des sunnites, réorganisant l'armée selon des lignes zengides. En septembre 1171, le calife Al-Adid mourut, probablement de maladie naturelle, bien que certains aient soupçonné Saladin de l'avoir empoisonné. Saladin ne nomma pas de successeur. Le califat fatimide cessa simplement d'exister. Les prières du vendredi furent prononcées au nom du calife abbasside de Bagdad, marquant le retour de l'Égypte à l'islam sunnite. Cette transition fut remarquablement pacifique. Il n'y eut pas de révolte majeure, pas de guerre civile. La plupart des Égyptiens acceptèrent le changement avec soulagement. Le régime fatimide était tellement décrépit, tellement impopulaire, que sa disparition fut accueillie avec indifférence ou satisfaction. Seuls quelques régiments de l'armée égyptienne tentèrent de résister, mais furent rapidement écrasés par les troupes de Saladin. Les trésors fatimides furent pillés ou dispersés. Saladin vendit une grande partie des richesses accumulées pendant 2 siècles pour payer ses soldats et financer ses campagnes. La fabuleuse bibliothèque du palais califal, contenant des centaines de milliers de manuscrits, fut en partie détruite, en partie vendue. Les palais furent transformés en casernes ou en bureaux administratifs. Le Caire fatimide disparut physiquement en même temps que politiquement. Cette fin du califat fatimide avait des implications religieuses et politiques immenses. Elle signifiait la défaite du chiisme ismaélien, qui ne se relèverait jamais vraiment. Les Ismaéliens survivants se réfugièrent dans des communautés isolées en Syrie, en Perse, en Inde. Leur rêve d'un empire chiite universel s'évanouit. Le sunnisme triomphait, non par la guerre sainte, mais par la conquête politique et militaire de Shirkuh et Saladin. Politiquement, la fin des Fatimides permit l'unification de l'Égypte et de la Syrie sous une même autorité. Saladin, bien que nominalement vassal de Nour al-Din, contrôlait désormais les 2 régions clés du Proche-Orient musulman. Quand Nour al-Din mourut en 1174, Saladin s'empara de la Syrie aussi, créant un empire unifié s'étendant de la Libye à l'Euphrate. Cet empire donna aux musulmans les moyens de lancer la grande contre-offensive contre les croisés. Sans la conquête égyptienne de Shirkuh, rien de cela n'aurait été possible. L'Égypte serait restée fatimide, faible et divisée, peut-être même conquise par les Francs. La Syrie zengide serait restée isolée, sans les ressources égyptiennes. Le monde musulman serait demeuré fragmenté. La reconquête de Jérusalem en 1187, la grande victoire de Saladin à Hattin, tout cela découle directement de ce que Shirkuh accomplit en 1169. Les Francs comprirent trop tard l'importance de l'Égypte. Amaury Ier de Jérusalem avait tenté à 5 reprises de conquérir ou de contrôler le pays, mais sans succès durable. Après la mort d'Amaury, en 1174, ses successeurs abandonnèrent l'Égypte à Saladin et se concentrèrent sur la défense de la Palestine et de la Syrie côtière. Ce fut une erreur stratégique majeure. En laissant Saladin consolider son contrôle sur l'Égypte, les Francs permirent l'émergence d'une puissance musulmane unifiée capable de les vaincre. L'unification de l'Égypte et de la Syrie sous Saladin créa aussi les conditions d'un renouveau culturel et économique. Le Caire devint la capitale d'un vaste empire, attirant savants, artistes, commerçants de tout le monde musulman. Saladin et ses successeurs ayyoubides
fondèrent écoles, madrasas, hôpitaux. L'architecture fleurit avec la construction de citadelles, mosquées, palais. Le commerce reprit, stimulé par la sécurité des routes et la stabilité politique. Sur le plan militaire, les leçons apprises par Shirkuh durant ses campagnes égyptiennes influencèrent toute une génération. Sa tactique favorite, la feinte suivie d'une charge de flanc, fut utilisée à de nombreuses reprises par Saladin et ses émirs. Son insistance sur la mobilité, sur l'utilisation du terrain, sur la guerre psychologique, devint standard dans les armées musulmanes. Les croisés durent adapter leur propre tactique face à ces adversaires insaisissables et imprévisibles. Shirkuh avait aussi compris l'importance de la logistique et de l'administration. Conquérir un pays ne suffisait pas. Il fallait pouvoir le gouverner, en extraire les ressources, le défendre. Pendant son bref vizierat, Shirkuh commença à réformer l'administration égyptienne, simplifiant la collecte des impôts, réorganisant l'armée, fortifiant les points stratégiques. Saladin continua ce travail, créant une machine administrative efficace qui permit à l'Égypte de redevenir la puissance qu'elle avait été autrefois. L'impact de Shirkuh se fit sentir même au-delà du Proche-Orient. La chute du califat fatimide et l'unification de l'Égypte et de la Syrie alarmèrent l'Europe chrétienne. Les nouvelles de ces événements parvinrent à Rome, à Paris, à Londres. Les papes appelèrent à une nouvelle croisade pour sauver Jérusalem menacée. La troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse, fut une réponse directe à la montée en puissance de Saladin, elle-même rendue possible par la conquête de Shirkuh. Sur le plan religieux, le triomphe du sunnisme en Égypte renforça l'orthodoxie dans tout le monde musulman. Les madrasas fondés par Saladin enseignaient le droit sunnite. Les juges nommés par le nouveau régime appliquaient la charia selon l'interprétation sunnite. L'Égypte, qui avait été pendant 2 siècles un bastion du chiisme ismaélien, redevint massivement sunnite en quelques décennies. Cette transformation religieuse, commencée par Shirkuh et achevée par Saladin, marqua durablement la société égyptienne. Économiquement, l'Égypte sous les Ayyoubides redevint prospère. La paix intérieure permit aux paysans de cultiver sans crainte. Le Nil, bien géré, donnait des récoltes abondantes. Le commerce avec l'Inde, l'Afrique et l'Europe reprit. Alexandrie, le grand port méditerranéen, connut un renouveau. Les épices, les textiles, les métaux précieux transitaient par l'Égypte, enrichissant le trésor sultanien et les marchands locaux. Cette prospérité permit de financer les guerres contre les croisés, mais aussi de bâtir, de créer, de développer. La dynastie Ayyubide, fondée par Saladin mais née de la conquête de Shirkuh, régna sur l'Égypte jusqu'en 1250, quand elle fut renversée par les Mamelouks. Pendant près d'1 siècle, les descendants de la famille kurde de Shirkuh gouvernèrent le Proche-Orient, maintenant l'unité face aux croisés, puis face aux Mongols. Cette longévité dynastique fut exceptionnelle dans un monde où les régimes changeaient constamment. Elle témoigne de la solidité des fondations posées par Shirkuh et Saladin. Les Ayyoubides ne furent pas seulement des guerriers, ils furent aussi des mécènes, des bâtisseurs, des administrateurs. Le Caire Ayyubide vit la construction de la citadelle de Saladin, des madrasas, des mausolées. Damas, Alep, Jérusalem avant sa perte, toutes ces villes bénéficièrent de l'attention des sultans ayyoubides. Une culture urbaine sophistiquée se développa, mélangeant influences arabes, turques, kurdes, persanes. Les cours ayyoubides attiraient poètes, philosophes, mathématiciens. Ce rayonnement culturel et politique de l'Égypte ayyubide remonte directement à la décision de Shirkuh de conquérir le pays. Sans cette conquête, l'Égypte serait peut-être devenue une arrière-cour médiévale, un territoire disputé entre Francs et Fatimides décadents. Grâce à Shirkuh, elle redevint le cœur battant du monde musulman oriental, un centre de pouvoir, de richesse et de culture. Il est frappant de constater à quel point un seul homme
par sa détermination et son intelligence stratégique, peut changer le cours de l'histoire. Shirkuh n'était pas un prophète, ni un philosophe, ni même un grand réformateur religieux. C'était un général, un homme de guerre. Mais en conquérant l'Égypte, il redessina la carte politique du Proche-Orient, créa les conditions de la grandeur de Saladin et influença le destin de millions de personnes pour les siècles à venir. Pourtant, la mémoire de Shirkuh s'effaça rapidement. Les chroniqueurs contemporains mentionnaient son nom, reconnaissaient son rôle, mais sans s'y attarder. Quelques décennies après sa mort, il était déjà devenu une figure secondaire, l'oncle de Saladin, le général qui conquit l'Égypte puis mourut. Saladin occupait toute la scène, sa légende grandissant à chaque récit, chaque poème, chaque chronique. Cette disparition mémorielle s'explique en partie par la brièveté du règne de Shirkuh. 2 mois de vizira, c'est trop court pour marquer les esprits, pour laisser une empreinte profonde. Shirkuh n'eut pas le temps de construire, de légiférer, de créer une image publique durable. Il conquit et mourut. Saladin eut 24 ans pour régner, pour se bâtir une réputation, pour devenir une légende vivante. Il y a aussi une dimension presque littéraire à cet effacement. L'histoire aime les récits clairs, les héros uniques, les trajectoires longues. Shirkuh, avec sa vie de soldat, sa mort brutale au moment du triomphe, son caractère prosaïque, ne fournissait pas le matériau d'une grande épopée. Saladin, avec ses victoires contre Richard Cœur de Lion, sa reconquête de Jérusalem, sa réputation de chevalerie et de justice, offrait un récit bien plus satisfaisant. Les conteurs choisirent Saladin et Shirkuh fut relégué dans l'ombre. Mais peut-être y a-t-il une justice poétique dans cet oubli. Shirkuh était un homme pragmatique qui ne cherchait pas la gloire pour elle-même, mais le succès concret. Il voulait conquérir l'Égypte, accumuler des richesses, assurer l'avenir de sa famille. Il accomplit ses objectifs. Le fait que son neveu en bénéficia plutôt que lui-même n'enlève rien à sa réussite. Dans une perspective familiale kurde, l'élévation de Saladin était l'élévation de tout le clan. Shirkuh pouvait mourir satisfait, sachant que son œuvre se perpétuerait à travers Saladin et les Ayyoubides. Les historiens modernes ont commencé à réévaluer le rôle de Shirkuh. En étudiant les sources primaires, en analysant les campagnes égyptiennes en détail, ils ont redécouvert l'importance cruciale de cet homme oublié. Shirkuh émerge comme l'un des grands stratèges militaires du Moyen-Âge, comparable aux meilleurs généraux de son temps. Sa capacité à retourner des situations désespérées, à transformer des défaites potentielles en victoires, à penser plusieurs coups à l'avance, révèle un esprit militaire de premier ordre. Shirkuh fut aussi un visionnaire politique. Il comprit avant tout le monde que l'Égypte était la clé du Proche-Orient. Il vit que celui qui contrôlerait le Nil contrôlerait l'avenir. Il eut le courage de poursuivre cette vision pendant 7 ans, malgré les échecs, malgré les obstacles, malgré les doutes. Cette persévérance, cette fixation sur un objectif lointain, est la marque des grands hommes d'État. En même temps, Shirkuh reste une figure ambiguë moralement. Les sources soulignent sa cupidité, sa brutalité occasionnelle, son manque de scrupules. Il trahit Shawar après avoir été son allié. Il n'hésitait pas à piller et à détruire pour atteindre ses buts. Il n'était pas un saint, ni même un homme particulièrement vertueux selon les standards de son époque. C'était un conquérant, avec tout ce que cela implique de violence et de calcul froid. Cette ambiguïté rend Shirkuh plus humain, plus réel que les figures héroïsées qui peuplent les chroniques médiévales. Il n'était pas un chevalier sans peur et sans reproche. Il était un homme avec des défauts, des ambitions, des faiblesses. Il voulait le pouvoir, la richesse, la gloire, et il fit ce qu'il fallait pour les obtenir. Dans un monde brutal, il fut brutal. Dans un monde de trahison, il trahit. Dans un monde de guerre, il fit la guerre mieux que quiconque. Peut-être est-ce précisément cette humanité imparfaite qui explique pourquoi Shirkuh fut oublié. Les sociétés préfèrent célébrer des héros idéalisés plutôt que des hommes complexes et contradictoires.
Saladin, malgré ses propres ambiguïtés historiques, fut transformé en modèle de chevalerie, de justice, de piété. Shirkuh, trop clairement motivé par l'intérêt personnel, ne pouvait être héroïsé de la même manière. Alors, il fut simplement oublié. Mais l'oubli n'efface pas les faits. Shirkuh conquit l'Égypte. Shirkuh forma Saladin. Shirkuh changea le Proche-Orient. Ces faits demeurent, indépendamment de la mémoire qu'on en garde. Et peut-être est-il temps, plus de 8 siècles après sa mort, de reconnaître enfin ce que Shirkuh accomplit, de lui rendre la place qu'il mérite dans le grand récit de l'histoire. Imaginez un instant ce qu'aurait été le XIIe siècle sans Shirkuh. Les Fatimides, affaiblis mais encore en place, auraient probablement fini par tomber, soit par effondrement interne, soit par conquête franque. Si les Francs avaient pris l'Égypte, le royaume de Jérusalem serait devenu une puissance formidable, peut-être capable de conquérir la Syrie et même de menacer Bagdad. Le monde musulman serait resté fragmenté, incapable de résister efficacement aux croisades. Alternativement, si un autre général, moins compétent que Shirkuh, avait tenté de conquérir l'Égypte, il aurait probablement échoué. Les 3 campagnes de Shirkuh furent des tours de force de planification et d'exécution. Un commandant ordinaire aurait été vaincu lors de la première expédition ou aurait abandonné après la deuxième. Seul le génie tactique et la détermination obstinée de Shirkuh permirent le succès final. Sans Shirkuh, Saladin ne serait probablement jamais devenu sultan. Il serait resté un officier kurde parmi d'autres, peut-être un gouverneur de province, mais jamais le maître du Proche-Orient. Jérusalem serait peut-être encore aux mains des Francs aujourd'hui. La dynastie Ayyubide n'aurait jamais existé. Le cours entier de l'histoire médiévale aurait été différent. Cette histoire contrefactuelle souligne l'importance des individus dans les grands processus historiques. Oui, il y avait des forces structurelles en jeu. Le déclin fatimide, la pression croisée, la montée des Zengides. Mais ces forces ne se réalisaient pas automatiquement. Il fallait des hommes pour les incarner, pour les diriger, pour leur donner forme. Shirkuh fut cet homme. Sans lui, les potentialités de l'époque ne se seraient pas actualisées de la même manière. Le destin de Shirkuh pose aussi des questions sur la nature de la grandeur historique. Faut-il avoir régné longtemps pour être considéré comme grand ? Faut-il avoir laissé des monuments, des écrits, une légende ? Ou suffit-il d'avoir accompli des actes décisifs ? Même si bref, Shirkuh ne régna que 2 mois, ne construisit aucun monument, n'écrivit aucun livre. Mais il conquit l'Égypte, changea la carte du Proche-Orient, forma le plus grand sultan de son temps. N'est-ce pas suffisant pour être considéré comme un homme vraiment grand ? La réponse traditionnelle de l'histoire a été non. La gloire est allée à Saladin, pas à Shirkuh. Mais cette réponse est peut-être injuste. Elle valorise la visibilité sur l'efficacité, la durée sur l'impact, le récit sur les faits. Une réévaluation s'impose, une reconnaissance que les fondateurs, même oubliés, méritent autant de respect que ceux qui héritent de leur œuvre. Dans les décennies qui suivirent la mort de Shirkuh, son souvenir persista dans certains cercles. Les officiers kurdes qui avaient servi sous lui racontèrent ses campagnes à leurs fils et petits-fils. Les vétérans des expéditions égyptiennes se souvenaient de son leadership, de ses ruses tactiques, de sa générosité avec le butin. Saladin lui-même honorait la mémoire de son oncle, reconnaissant publiquement sa dette envers lui. Mais avec le temps, ces témoins directs disparurent. Les nouvelles générations ne connaissaient Shirkuh que comme un nom dans les chroniques, une figure du passé sans relief particulier. Les historiens qui écrivaient sous les Ayyubides se concentraient naturellement sur Saladin, le fondateur de la dynastie, le conquérant de Jérusalem. Shirkuh devenait une simple étape préliminaire, un prologue à la vraie histoire. Au XIIIe siècle, quand les Mamelouks renversèrent les Ayyubides, même ce souvenir limité s'estompa. Les nouveaux maîtres de l'Égypte
n'avait aucune raison de célébrer un général kurde mort depuis longtemps. Ils préféraient légitimer leur propre règne en minimisant l'importance de leurs prédécesseurs. Shirkuh sombra dans l'oubli presque total. Les chroniqueurs européens médiévaux mentionnèrent parfois Shirkuh, généralement sous des formes corrompues de son nom. Guillaume de Tyr, qu'il avait vu et combattu, lui consacrait quelques passages, le décrivant comme un adversaire formidable mais cupide. D'autres chroniqueurs francs reprenaient ces descriptions, ajoutant parfois des détails fantaisistes. Mais dans l'ensemble, Shirkuh restait une figure marginale dans les récits occidentaux des croisades, éclipsée par Saladin et les rois croisés. Ce n'est qu'au XIXe et au XXe siècle, avec le développement de l'historiographie moderne et scientifique, que Shirkuh commença à être redécouvert. Les orientalistes européens, étudiant les sources arabes avec attention, remarquèrent l'importance de ce général kurde dans les événements du XIIe siècle. Quelques articles savants furent publiés, analysant ces campagnes égyptiennes. Mais même dans ces études, Shirkuh restait secondaire par rapport à Saladin. Aujourd'hui, à l'ère de l'histoire globale et de la réévaluation critique des grands récits, Shirkuh mérite une nouvelle attention. Son histoire illustre parfaitement les dynamiques du pouvoir au Moyen-Orient médiéval. Mobilité sociale, guerre endémique, opportunisme politique, importance des réseaux familiaux. Elle montre aussi comment l'histoire est écrite par les vainqueurs, ou plutôt par ceux qui vivent assez longtemps pour raconter leur version. Shirkuh fut un homme de son temps, ni meilleur, ni pire que ses contemporains. Il vivait dans un monde où la guerre était la norme, où la loyauté se vendait au plus offrant, où les frontières changeaient au rythme des batailles. Il joua le jeu de ce monde avec un talent exceptionnel, gravissant les échelons jusqu'au sommet absolu du pouvoir. Puis il mourut, comme tous les hommes, et fut oublié, comme la plupart. Mais son œuvre perdura. L'Égypte qu'il conquit devint le cœur de l'empire de Saladin. La famille qu'il éleva régna pendant un siècle. Les tactiques qu'il perfectionna furent utilisées pendant des générations. Les richesses qu'il accumula financèrent la reconquête de Jérusalem. Shirkuh, même mort et oublié, continuait à façonner l'histoire. C'est peut-être la vraie leçon de la vie de Shirkuh. La gloire personnelle est éphémère, la renommée capricieuse, la mémoire fragile. Mais les actes concrets, les décisions prises, les batailles gagnées ou perdues ont des conséquences qui se propagent à travers le temps, indépendamment de qui les a accomplies. Shirkuh conquit l'Égypte. Ce fait simple, brutal, changea tout. Qu'on se souvienne ou non de son nom, n'altère en rien cette réalité fondamentale. Peut-être Shirkuh, s'il pouvait savoir comment l'histoire le traita, ne serait-il même pas mécontent. Il n'était pas un homme de lettres, pas un poète rêvant d'immortalité littéraire. Il était un soldat, un conquérant, un accumulateur de pouvoir et de richesses. Il voulait réussir, pas être célébré, et il réussit spectaculairement. Le reste, la gloire posthume, les monuments, les chroniques, tout cela lui aurait peut-être semblé secondaire, voire futile. Dans cette perspective, l'oubli de Shirkuh n'est pas une tragédie, mais simplement un fait sans importance. Ce qui compte, c'est qu'il fit ce qu'il voulait faire, qu'il atteignit ses objectifs, qu'il transforma le monde selon sa volonté. Peu importe que les générations futures ne récitent pas son nom. Il vécut pleinement, intensément, victorieusement. Pour un guerrier, c'est peut-être la seule immortalité qui compte. Néanmoins, il y a une certaine injustice dans le fait que Saladin soit universellement célébré, tandis que Shirkuh est oublié. Car Saladin hérita de tout ce que Shirkuh avait construit. L'Égypte que Saladin gouverna, c'était Shirkuh qui l'avait conquise. L'armée que Saladin commandait, c'était Shirkuh qui l'avait formée. Les ressources que Saladin utilisait pour combattre les croisés, c'était Shirkuh qui les avait saisies. Même la position de Saladin comme vizir, puis sultan, c'était Shirkuh qui la lui avait transmise. Saladin fut sans doute un grand homme à part entière. Il régna avec sagesse, combattit avec courage, traita ses ennemis avec magnanimité.
Ses victoires contre les croisés furent impressionnantes. Sa capture de Jérusalem en 1187 fut un événement historique majeur. Il mérite sa place dans l'histoire, mais il la mérite en partie grâce à Shirkuh. Et cette dette devrait être reconnue plus clairement. Imaginez si nous racontions l'histoire différemment. Non pas Saladin, le sultan qui reconquit Jérusalem, mais Saladin, neveu et héritier de Shirkuh, le conquérant de l'Égypte. Cette formulation, plus précise historiquement, replacerait Shirkuh au centre du récit où il devrait être. Elle rappellerait que les grands hommes ne surgissent pas du néant, mais s'appuient sur les épaules de ceux qui vinrent avant. Cette reconnaissance n'enlèverait rien à Saladin. Au contraire, elle enrichirait notre compréhension de son règne en montrant les fondations sur lesquelles il construisit. Elle révélerait aussi une vérité plus générale sur l'histoire. Les personnages célèbres sont presque toujours précédés par des figures moins connues qui préparèrent leur succès. Alexandre le Grand eut Philippe de Macédoine. Napoléon eut les généraux de la Révolution. Saladin eut Shirkuh. Restaurer Shirkuh à sa juste place historique, c'est aussi rendre justice à un type d'homme souvent négligé. Le bâtisseur pragmatique, le conquérant sans poésie, le professionnel de la guerre. L'histoire romantique préfère les héros nobles, les rebelles charismatiques, les réformateurs visionnaires. Mais beaucoup de changements historiques majeurs furent accomplis par des hommes comme Shirkuh. Compétents, déterminés, impitoyables quand nécessaire, mais dépourvus d'aura romantique. Ces hommes méritent d'être étudiés et compris, non pour être célébrés inconditionnellement, mais pour saisir comment l'histoire fonctionne réellement. Le changement historique n'est pas toujours le fruit de grandes idées ou de mouvements populaires. Parfois, c'est simplement le résultat de la détermination obstinée d'un homme qui voit une opportunité et la saisit, quelles qu'en soient les conséquences. Shirkuh vit que l'Égypte fatimide était faible et vulnérable. Il comprit que la conquérir transformerait l'équilibre du pouvoir au Proche-Orient. Il convainquit Nour al-Din de le laisser essayer. Puis, il passa 7 ans à accomplir méthodiquement cette conquête, surmontant tous les obstacles. C'est une histoire de volonté pure transformée en réalité politique. C'est l'histoire à son niveau le plus fondamental. Un homme, un objectif, une réalisation. Le lion des montagnes rugit pendant 7 ans, conquit le pays le plus riche du monde musulman, puis mourut au sommet de sa gloire. Son rugissement fut si bref que le monde l'oublia rapidement, préférant écouter la légende plus longue et plus mélodieuse de son neveu. Mais pour ceux qui écoutent attentivement les échos du passé, le rugissement de Shirkuh résonne encore, puissant et terrifiant à travers les siècles. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.